Donc la parole est à Crony Lyme, à Monsieur Bertrand Pasquet et à Madame Christelle Dumagonnet. Merci Madame la Présidente. Je suis donc Bertrand Pasquet, je suis président de l'association Crony Lyme, dont le siège est à Lyon. Nous vous remercions de votre invitation aujourd'hui. Ça donne une nouvelle chance aux patients de se faire entendre. Nous remercions aussi les travaux du groupe d'études Lyme à l'Assemblée nationale, ainsi que les sénateurs qui se sont emparés aussi de ce sujet qui semble, et c'est bien compréhensible, concerner tous les territoires. C'est un véritable mur qui entoure les malades de Lyme. Chaque jour, les malades de Lyme affrontent ce mur. Ils cherchent à trouver des solutions. Malheureusement, on l'a vu tout à l'heure dans la table ronde précédente, l'intelligence collective reste un vœu encore pieux aujourd'hui. Crony Lyme est une association de plaidoyer qui cherche à expliquer ce qu'est cette maladie, à sortir des polémiques autant que faire se peut, à faire en sorte de trouver des solutions, d'identifier des pistes pour améliorer le sort des malades. Nous faisons en sorte en fait d'être un réservoir à idées pour sortir de cette situation et privilégier l'intelligence collective. Nous avons préparé cette audition avec deux autres associations de patients que sont Le Droit de Guérir et Lyme Sans Frontières, ainsi qu'avec le collectif Lyme Team. Nous parlons aujourd'hui aussi en leur nom. Nous faisons en sorte aussi d'aider un certain nombre de porteurs de projets qui cherchent à expliquer cette maladie, que ce soit par des livres, par des films documentaires, etc. Car il est plus que jamais nécessaire d'expliquer au quotidien ce qu'est la vie d'un malade, et on y reviendra dans quelques instants. Les statistiques indiquent, c'est une source du rapport fédéral américain Tick-Borne Disease Working Group, qu'il y aurait entre 10 et 20% des personnes atteintes par une maladie de Lyme qui vont développer derrière une forme chronique. Alors on préfère souvent, nous, de notre côté, parler de formes sévères et persistantes. Peut-être ce terme est-il moins polémique. Et il faut sortir absolument des polémiques. En tout cas, des formes sévères, ça veut bien dire son nom. Et persistantes, dans la durée, ça veut bien dire son nom aussi. Et c'est bien de ça dont on parle, un quotidien qui est durablement perturbé. Le contexte de multi-infection qu'a souligné France Lyme tout à l'heure, nous y adhérons tout à fait. On n'aura rien résolu si on se préoccupe uniquement de la maladie de Lyme. Il y a effectivement aujourd'hui des infections, des co-infections qui sont en forte croissance, comme la babésiose, comme l'encéphalite, tous les départements qui sont frontaliers de la Suisse et de l'Allemagne commencent aujourd'hui à avoir des cas d'encéphalite avec des alertes qui remontent par le Haut Conseil à la santé publique, y compris sur le don du sang. Et c'est donc là aussi des sujets d'inquiétude qu'il faut aborder tous ensemble. C'est un syndrome multi-infectieux, multisystémique. Ça touche effectivement, vous l'avez dit, à la fois le système nerveux, le système cardiaque, le système digestif, etc. Ce sont vraiment des maladies avec des tableaux cliniques extrêmement complexes. Si on parle d'incidence et de prévalence, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir à notre avis, c'est qu'il y a 3 fois plus de malades aujourd'hui, en tout cas en 2018, qu'en 2011. Donc en 7 ans, il y a eu un triplement du nombre de cas, et là, ce sont les chiffres officiels. Et si on focalise sur la zone Rhône-Alpes, on est à 5 fois plus de malades en 3 ans. Donc clairement, tout le territoire est concerné et on est dans une vraie phase de propagation de la maladie. Le problème des statistiques officielles, c'est qu'on ne parle que d'incidence. Le plus important, c'est de parler de prévalence, c'est-à-dire quel est le nombre aujourd'hui de personnes qui sont malades, peu importe si elles ont été contaminées il y a 5 minutes, il y a 3 mois ou il y a 5 ans. Voilà, c'est bien le, entre guillemets, stock de malades qui compte. Et là, de notre côté, on estime que le système aujourd'hui, effectivement, de comptabilisation est défaillant et qu'on est à peu près à 200 000 malades à date, dont 100 000 qui souffriraient de formes chroniques sévères et persistantes. Vous nous interrogiez également dans votre propos liminaire sur les centres de référence. Sur les centres de référence, écoutez, je partage ce qui a été dit précédemment. On peut remarquer que dans la plupart des systèmes de soins, les associations sont partie prenante à la construction du système. On leur demande leur avis avant, qu'on travaille avec elles pendant, et qu'on leur donne un droit après de regarder ce qui se passe. Clairement, là, dans le contexte de la maladie de Lyme, ce n'est absolument pas le cas. L'appel d'offres des centres de référence a été un simulacre de déni de démocratie sanitaire, c'est extrêmement clair. Concernant le plan national, ce plan national a duré 4 ans, mais n'a au final rien apporté, que ce soit sur les recommandations, les centres, on vient de l'évoquer aussi. Si on parle d'avenir maintenant, parce qu'il faut des solutions concrètes, on va vous présenter en 2 temps plusieurs catégories de préconisations qui peuvent peut-être donner des pistes pour l'avenir. Première catégorie de préconisation,
C'est sur une approche globale, il faut clairement un nouveau plan national, beaucoup plus ambitieux, probablement interministériel, qui associe vraiment l'ensemble des acteurs, qui ait des déclinaisons locales au niveau des ARS. On pourra rentrer dans les détails plus tard dans les questions. Une deuxième catégorie de préconisation sur le plan législatif, où là, il faut probablement, sur le volet de la prévention, d'une façon ou d'une autre, forcer ou inciter au niveau local à agir et à mettre des panneaux d'avertissement et faire des formations au niveau local pour éviter des nouveaux malades. Troisième catégorie de préconisation sur l'intelligence collective. Je ne rentre pas dans le détail, on ne va pas avoir le temps ici, mais concrètement, il faut forcer les gens qui ont des avis différents à travailler ensemble sur les mêmes cas cliniques. On peut prendre le problème comme on veut, dans tous les sens. Si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Voilà. Et quatrième et dernière catégorie de préconisation, c'est sur la recherche. Jamais 1 euro, je ne veux dire que ça, jamais 1 euro n'est parvenu aux spécialistes des formes sévères et persistantes que vous avez pu entendre tout à l'heure. Jamais 1 euro. Donc voilà, donc, ça suffit, je pense, à décrire ce sujet sur la recherche. Il y a des choses à faire, on en reparlera. Je passe maintenant la parole à Christelle Dumas qui va vous expliquer ce qu'est le quotidien d'un malade de Lyme. Bonjour à toutes. Voilà, bonjour à toutes et à tous. La polémique médicale actuelle a pour première victime les patients, les femmes, les hommes, les enfants, les étudiants qui sont touchés par cette maladie qui pulvérise littéralement leur vie. Il y a un avant et un après quand on est malade de Lyme chronique. Peu importe les termes, on y reviendra. Je dirais que ce n'est pas le souci aujourd'hui. Le quotidien de ces gens-là, c'est le déni au jour le jour. C'est-à-dire qu'on a des symptômes et que par dogmatisme, par ignorance, par peur, on ne les croit pas dans la plupart des services hospitaliers. Un malade de Lyme doit se justifier tous les jours d'être malade. Il est d'abord vu comme un affabulateur, voire souvent comme un malade psychiatrique. Et les postures extrêmement fermées de la SPILF que vous avez pu entendre ce matin, mais pas que, ont conduit à cette mauvaise image aujourd'hui qui fait que qui tourne à la discrimination quand ils arrivent dans ces mêmes services. Le quotidien, je vais vous le décrire rapidement, c'est la douleur, lancinante dans tout le corps, le handicap physique, le handicap cognitif, neurologique, un mal de tête violent qui ne cesse jamais, une sensation permanente de fièvre, une fatigue extrême qui rend tous les actes de la vie quotidienne difficiles, faire les courses, le ménage, s'occuper des enfants, aller au travail ou à l'école. Les patients sont livrés à eux-mêmes et sans soins, ils tombent dans la précarité, dans l'isolement, dans l'arrêt de la scolarité et du travail. On peut parler de quintuple peine, être malade, ne pas savoir ce qu'on a, ne pas pouvoir se soigner. Il n'y a pas de traitement idéal, il y a trop peu de recherches sur les solutions thérapeutiques, donc c'est impossible d'éradiquer la maladie une fois qu'elle est bien installée. Ne pas être reconnu comme malade et devoir investir des sommes considérables pour tenter de se soigner. Le reste à charge est très important. On parle des vies brisées de Lyme, voilà le livre qui est en train de sortir. Vous allez l'avoir pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à nous redemander. Il y a 40 témoignages là-dedans. Pour se motiver, pour trouver des financements, il faut auditer combien ça coûte à la France aujourd'hui de ne pas prendre en charge cette maladie. En ce qui me concerne, je suis bien placée pour le savoir. Il faut collaborer avec la CEPAM, avec les mutuelles. Il faut collaborer avec les associations de patients, avec le Pôle emploi, avec l'éducation nationale. Il suffit d'observer la hauteur des dossiers médicaux que les patients traînent avec eux pour comprendre l'importance de ce coût. Il y a beaucoup de coûts cachés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a énormément d'arrêts maladie qui ne sont pas pour le motif de Lyme. Pourquoi ? Parce que c'est trop polémique pour le patient comme pour le médecin. Il y a beaucoup d'invalidités qui sont pour un autre motif, beaucoup d'arrêts de travail. Donc imaginez ce coût caché, parce qu'en fait, on ne sait même pas ce qu'ont ces gens. Ils ont un mal de dos, ils ont autre chose. Alors c'est vrai qu'ils ont mal au dos, mais c'est bien plus qu'un mal de dos. Combien on a aussi de prises en charge inutiles par des spécialités médicales qui ne guérissent pas, que ce soit la psychiatrie, évidemment, la rhumatologie, la neurologie, l'infectiologie. Toutes ces spécialités qui, très souvent, ne guérissent pas les patients. On peut parler d'échec de la médecine par spécialité. Je crois qu'à découper le corps en organes, en morceaux, et qui ne sait plus identifier une pathologie globale. Nier les symptômes n'avance à rien. Les patients continuent de frapper à toutes les portes médicales et creusent le déficit de la CEPAM et celui de leur porte-monnaie. Le coût social est immense, vous l'avez bien compris, je vais aller vite, y compris des jeunes qui ne font pas d'études, puisqu'il y en a un certain nombre qui s'arrêtent. Que va-t-il advenir d'eux dans les années à venir ? Ce sont des citoyens qui ne vont pas participer à la vie du pays. Aujourd'hui, on voit avec l'épidémie Covid toutes les mesures de précaution que l'on prend, tous les moyens que l'on a déployés. Pour la maladie de Lyme, ou le nom qu'on veut lui donner, il n'y a rien. Pour les mesures d'urgence, nous avons plusieurs formes de mesures. Les mesures d'urgence vers les malades, vers les patients. Il y a des mesures d'urgence à prendre pour les familles, notamment monoparentales. Quand on a un parent malade, les personnes sans travail, précarisées,
Il faut les gardes d'enfants, tout ce qui est aide ménagère, il y a des choses à faire pour aider ces gens. Quand les enfants ont une maman malade ou un papa malade, évidemment, vous comprenez bien que c'est compliqué. Il faut des mesures aussi de type CNED, aide à domicile pour la école à domicile. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Pourquoi? Et on l'a vu, on est saisi un certain nombre de fois par les familles parce que la maladie de Lyme n'est pas reconnue. Donc, on met en place tout un système et au dernier moment, parce qu'il y a écrit Lyme, l'enfant n'est pas pris en charge. Il y a aussi, ils en ont parlé ce matin, d'ailleurs c'était intéressant, le sport adapté. Il va falloir aussi travailler sur toutes ces questions-là pour les patients, éduquer les patients, développer la notion de patient expert. Et puis, évidemment, travailler sur la liberté de prescription. On ne peut plus admettre aujourd'hui que nos médecins soient pourchassés. Et moi, je salue les 4 médecins qui étaient ce matin dans la première commission. Ils sont courageux parce que c'est plus facile d'être dans le déni que de soigner les patients. Ce qu'ils font, eux, ils prennent des risques. Voilà, je voudrais juste les saluer. Vous allez devoir conclure ou je vous repasserai tout à l'heure la parole. On a tout un ensemble de mesures, mais aussi également évidemment au niveau aussi de la prévention. Et puis qu'on parle aussi peut-être à un moment donné des médecines complémentaires. C'est intéressant, les patients y ont recours, il faut en parler. Merci. Merci bien, merci madame. Donc, je passe la parole donc à monsieur Bertrand Pasquet. Voilà. Merci madame la présidente. Tout d'abord, quelques réponses rapides à des questions qui viennent d'être posées sur l'agence maladie vectorielle attique. Alors là, effectivement, oui, tout à fait, à 100%. Il faut regrouper les forces. Aujourd'hui, on a des laboratoires qui sont complètement éparpillés sur le territoire, pas forcément, encore une fois, du même avis. Donc, il faut mettre tout le monde ensemble. Et il n'y a pas assez de savoir en France aujourd'hui pour que ça soit disséminé. Donc, il faut effectivement une agence des maladies vectorielles attiques. Ça, c'est une mesure qui peut être prise assez rapidement. Dans les questions auxquelles je peux répondre rapidement, sur le vaccin, oui, il y a une piste vaccinale avec Valneva, c'est vrai, qui est basée sur une solution d'il y a 20 ans, le Lymerix, globalement. Jusqu'à présent, l'innocuité aurait été prouvée. Reste à prouver maintenant l'efficacité de cette solution vaccinale. Et puis reste aussi à vérifier que dans le temps, la protection par anticorps persiste. Ça, ce sont des étapes qui ne sont pas franchies. J'attire votre attention sur le fait qu'on ne parle là, avec ce candidat vaccin, que de maladie de Lyme. Donc, tout ce qui a été dit tout à l'heure et auquel on souscrit absolument sur le fait qu'il y a bien d'autres pathologies, malheureusement, qui sont transmises par l'éthique, eh bien, ce candidat vaccin ne résoudra pas le problème. Et je redis, il est important que les associations de patients sur un sujet aussi sensible puissent être entendues et qu'elles puissent être informées de ce qui se passe justement sur cette approche vaccinale. Jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas et c'est dommage. Concernant le budget de la recherche, pour répondre à une autre question, un plan pluriannuel de recherche, parce qu'il ne s'agit pas de faire un one-shot, il s'agit effectivement de s'inscrire dans la durée, avec des budgets qui permettent aux gens de travailler dans la durée. 5 à 10 millions d'euros paraît une somme raisonnable en termes de plan pluriannuel et de dotation annuelle. Reste à voir si le gouvernement, dans le plan de loi de finances 2021, va ou non spontanément proposer des budgets pour cette maladie. Sinon, on comptera évidemment sur vous pour travailler par amendement sur le texte. Concernant la recherche, je le redis, il faut d'une façon ou d'une autre que les associations de patients et la fédération puissent avoir leur mot à dire sur l'affectation de ces budgets de recherche si effectivement on dispose d'argent. Sinon, on voit tout à fait où l'argent va arriver, on n'avancera absolument pas. Donc il faut que les choses puissent se faire de façon collégiale, avec participation des associations. Voilà, sur les autres questions diverses, sur les tests, beaucoup de choses ont été dites par Hugues, on y souscrit. Je rappelle que la HAS a dit que le diagnostic était clinique et non sérologique. La sérologie, c'est un élément parmi d'autres, mais le diagnostic est clinique. C'est ce qui fait la complexité de la maladie, on l'a vu, on l'a dit. Mais il n'y a pas besoin d'une sérologie positive pour être malade de Lyme. Et on a vu ce qu'on peut penser aujourd'hui des qualités des sérologies. Sur la formation des médecins, on souscrit tout à fait à cette problématique. Aujourd'hui, il faut que l'ensemble des médecins généralistes puissent détecter des maladies de Lyme et s'appuyer sur un parcours de soins qui soit correctement dimensionné. Je reviens sur les 250 médecins du réseau Chrony France. Vous avez vu tout à l'heure Philippe Raymond, qui est un des animateurs et qui était le porte-parole de ce réseau Chrony France. Aujourd'hui, ces 250 médecins, ça plaît ou ça ne plaît pas, mais ce sont en fait aujourd'hui eux qui traitent les malades qui sont atteints par ces formes chroniques. Eh bien, ces 250 médecins aujourd'hui ne sont même pas concernés d'aucune façon par le parcours de soins qui a été mis en place par la DGS. Donc déjà, c'est un très très mauvais départ évidemment pour ce parcours de soins, puisqu'on exclut d'emblée les spécialistes des formes
sévères et persistantes. Donc évidemment, une des premières mesures rapides, ou en tout cas concrètes, qu'il faudrait adopter, c'est une révision de ce parcours de soins avec l'insertion de ces médecins, de ces 250 médecins, et aussi sur l'appel d'offres dont le jury a signé donc, un texte comme quoi les délibérations étaient secrètes. Il y a probablement quelque chose à revoir. Moi, quand c'est flou, il y a un loup. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit, ça a été dit avant, mais voilà, le secret, c'est pas bon dans ces choses qui sont déjà polémiques. Donc, il faut tout reprendre à zéro, très concrètement, sur ce parcours de soins. Nous avions formulé 54 préconisations adressées à M. Salomon en son temps, avant la mise en place des centres. Nous n'avons pas eu de réponse. Depuis, nous n'avons pas vu de réponse. Et effectivement, les associations se doivent aujourd'hui d'être associées à ce parcours de soins. Concernant les préconisations qu'on peut avoir, qu'on ne va pas avoir le temps de détailler ici, on a remis à la commission des finances, qui s'intéresse aussi au sujet maladie de Lyme, un livre blanc avec tout un ensemble de préconisations. Il y en a 35. On l'a remis également au co-rapporteur tout récemment pour qu'ils puissent se baser sur ce travail pour éclairer leurs travaux. Et on va le remettre bien sûr au groupe d'études Lyme cet après-midi. C'est dans ce contexte-là qu'on essaye d'identifier comment un nouveau plan national, comme je l'évoquais tout à l'heure, pourrait être mis en place avec une nouvelle ambition. C'est également dans ce contexte-là qu'on détaille, par exemple, pour répondre à la question sur l'étranger, comment on pourrait s'inspirer utilement d'initiatives réalisées à l'étranger. Aux États-Unis, par exemple, le Tick-Borne Disease Working Group est une structure qui tient la route en termes d'instances, de discussion et de décision sur ces maladies vectorielles à tiques. On n'a pas une réunion tous les 7 mois animée par le DGS comme en France. On a 7 ou 8 groupes de travail qui se réunissent tous les 2 mois et qui avancent avec au-dessus une structure qui tranche les questions. Tout n'est pas parfait, mais enfin au moins la discussion est posée et les sujets avancent. Voilà, donc je vous renvoie à ce texte et à ce document blanc là qu'on vous a fait parvenir pour les autres préconisations. Et je vais passer la parole à Christelle sur les médecines complémentaires, la liberté de prescription. Alors, coupez votre micro, monsieur, et voilà la parole. Merci. Je voudrais revenir sur un point. On parle de tests positifs, négatifs. Moi, je tiens à dire en tant que patiente que même si on a des tests positifs, c'est pas pour autant qu'on est soigné. Donc c'est vrai que c'est important, mais malheureusement, ça ne permet pas de trouver des solutions. J'en veux pour preuve qu'on peut être hospitalisé dans des hôpitaux neuro, tout ce qu'il y a de plus classique et respectable, avec une hémiplégie, avec des accidents graves, et ressortir de l'hôpital sans solution, alors qu'il y a ponction lombaire positive, des choses comme ça. C'est pas des cas rares, c'est des cas extrêmement courants, et je tiens à le préciser parce que voilà, c'est très intéressant de travailler sur les tests, mais il faut aussi qu'on travaille la recherche et les traitements. D'ailleurs, à ce titre-là, je pense qu'il serait peut-être intéressant qu'il y ait une saisine possible pour les patients quand ils rencontrent ce genre de problématiques, et je suis bien placée pour le savoir cette année encore pendant la période Covid, vers qui on se tourne pour dire je n'ai pas été prise en charge, je rentre chez moi. Moi, j'ai de la chance, je connais un certain nombre de médecins en Lyme, donc j'ai accès à des thérapeutiques. C'est pas le cas de tous les patients, et ces patients-là, ils restent dans une chaise roulante derrière. Donc je vous pose la question, vers qui on peut se tourner quand on n'a pas été reçu correctement à l'hôpital, pour le signaler. Ça évite qu'on ait ce qu'on avait ce matin, tout va bien. Après, c'est vrai que j'aimerais aborder aussi un petit peu les médecines complémentaires, parce qu'elles n'étaient pas abordées forcément dans vos questions, mais les patients y ont recours aux médecines complémentaires, qu'on le veuille ou non, puisque la médecine conventionnelle ne trouve pas forcément de solution. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que déjà, la consultation dure longtemps en médecine complémentaire. Je vais en prendre une par exemple, c'est la naturopathie. Ça dure 1h30. C'est pas pour faire l'apologie, c'est pour expliquer pourquoi les gens y vont. Donc déjà, ils sont écoutés. Pendant 1h30, on écoute tous leurs symptômes. C'est très important aussi. En un quart d'heure de médecine générale, c'est sûr qu'on n'a pas le temps. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de médecine complémentaire qui sont aujourd'hui extrêmement montrées du doigt, traitées de charlatans, et ainsi de suite. Je voudrais juste reprendre. La naturopathie en particulier, par exemple, elle se base sur 3 choses. L'alimentation, c'est-à-dire qu'on n'ait pas une alimentation carencée, toxique, avec des produits ultra transformés. Sur la gestion du stress, parce que la gestion du stress, ça aggrave les maladies chroniques.
La sédentarité, et donc forcément pour les malades chroniques, c'est embêtant, et moins on fait d'exercice et ainsi de suite. Vous voyez, ce que je voudrais juste remettre sur le devant de la scène, c'est que si les gens se tournent vers ces médecines complémentaires, c'est pas pour faire des trucs un petit peu hurluberlus, c'est vraiment parce qu'il y a des conseils, il y a de l'éducation à la santé à faire, et qu'aujourd'hui ce sont ces professionnels-là qui la font. C'est peut-être dommage parce qu'il y a peut-être aussi pour notre pays, à une échelle un peu plus importante, y compris par le biais des ARS, cette éducation du patient à faire. Parce qu'un naturopathe, c'est avant tout un éducateur de santé qui va travailler sur l'hygiène de vie du patient. D'ailleurs, qu'il soit malade ou qu'il soit pas malade, parce qu'on s'intéresse aux gens même avant qu'ils soient malades. Parce qu'en France, on est malade ou on n'est pas malade. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. On a des troubles parce qu'on a une alimentation, par exemple, qui est complètement carencée, complètement toxique, des pollutions. Et petit à petit, on va un jour déclencher une maladie. Mais pour l'instant, on n'est peut-être pas malade. Et c'est très intéressant de travailler en amont. Et quand on arrivera à travailler en amont, on va gagner. Et on va gagner sur beaucoup de plans. Donc moi, je voulais revenir sur ce point-là et en profiter aussi pour dire que les médecins Lyme qui sont poursuivis donnent aussi effectivement pour certains d'entre eux des choses qui peuvent s'apparenter, par exemple à de l'arboristerie. Parce que oui, les plantes, ça peut soigner. Moi, j'en suis le témoin. L'artémisia, ça soigne certaines personnes de cette maladie. Pas toutes. Celles qui sont concernées par le bon pathogène. Mais il faut pouvoir en parler. Et je rappelle qu'en France, c'est une plante qui est interdite à la vente. Voilà, donc c'est assez choquant parce que personnellement c'est celle qui m'a permis de sortir de mon lit. Je pense qu'il y a vraiment des choses. Là-dessus, il faut qu'on arrête d'avoir des certitudes et qu'on essaye de rassembler autour de la table les gens mesurés, pas les extrémistes ni d'un côté ni d'un autre, mais les gens qui ont envie d'avancer et de construire. Je suis sûre que même dans les sociétés, par exemple d'infectiologie, il y a des gens en deuxième rideau qui doutent un peu et qui peut-être seront prêts à discuter. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est ça qu'il faudrait faire ces groupes-là et avec tous les professionnels de santé. Merci. Merci madame. Donc, sur ce sujet complexe, vous m'entendez? Oui. On pense de notre côté qu'il faut absolument qu'on fasse des groupes de travail, des groupes de travail pluridisciplinaires avec toutes les personnes concernées, que ce soit les chercheurs, que ce soit les médecins qui soignent, que ce soit d'autres professionnels de santé, avec un droit à la parole. Parce que ce qui nous est arrivé aussi dans beaucoup de réunions, c'est qu'il y avait, je dirais pas un droit à la parole en tant que tel, il y a un ordre du jour qui est établi, on n'a pas toujours les papiers sur la table, vous voyez, des groupes de travail dans lesquels on puisse travailler collectivement sur ce sujet qui est compliqué. Et la deuxième idée, peut-être aussi, la période récente nous le montre, est-ce qu'il ne serait pas temps quand même de penser à une loi de moralisation aussi sur le plan de la santé? Parce qu'on voit bien qu'il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je crois que c'est important et je crois que les patients de la maladie de Lyme en souffrent également. Il y a peut-être des choses à faire là sur le plan législatif. Voilà, merci. Merci bien madame.